Les adolescents sont souvent perçus comme jeunes et inoffensifs. Mais parfois, leurs actions prennent un tournant sombre et violent, menant à des morts qui choquent des communautés entières. Derrière l'image ordinaire de la jeunesse, se cachent des histoires de cruauté et de tragédie. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 des affaires les plus troublantes où des adolescents sont devenus des tueurs. Des histoires réelles de vies arrachées de manière horrifiante. Nous sommes le 11 février 2023, à Warrington, en Angleterre. Brianna Ghey, âgée de 16 ans, quitte sa maison vêtue d'un hoodie blanc, ses cheveux roux lissés, son téléphone à la main. Elle ressemble à n'importe quelle adolescente sortant un samedi. Mais 2 heures plus tard, elle ne rentrerait jamais chez elle. Voici l'histoire de 2 adolescents de 15 ans qui ont planifié la mort violente de quelqu'un qu'ils appelaient leur ami. Ce qui a choqué le pays, c'est le niveau de détail de leur plan, la froideur avec laquelle ils l'ont exécuté et leur comportement après les faits. Brianna était une adolescente transgenre qui avait affronté des difficultés dès son plus jeune âge. Sa mère, Esther, se souvenait d'elle comme une enfant vive. Plus tard, elle fut diagnostiquée autiste et orientée vers un traitement contre le TDAH. À un moment, elle fut admise en clinique où le personnel remarqua des signes d'automutilation. Elle souhaitait commencer un traitement hormonal. Au début, sa mère était inquiète. Mais après que Brianna lui eut avoué qu'elle pourrait se faire du mal si on le lui refusait, Esther commanda des bloqueurs de puberté et de l'estrogène en ligne. La pandémie avait aggravé sa situation. Pour Esther, les choses semblaient s'améliorer lorsque Brianna se rapprocha d'une nouvelle amie, Scarlett Jenkinson. Ce qu'elle ignorait, c'est que Scarlett planifiait secrètement la mort de sa fille. Scarlett avait rencontré Eddie Radcliffe à l'âge de 11 ans. Même après avoir changé d'école pour Birchwood High School en 2022, après avoir été surprise avec des produits comestibles au cannabis, elle resta proche de lui. À Birchwood, elle rencontra Brianna, qui étudiait dans une petite classe en raison de son anxiété. Mais Scarlett était fascinée par les tueurs. Elle utilisait des navigateurs cachés pour regarder des vidéos dérangeantes et tenait des notes détaillées sur des criminels connus. Elle confia à Eddie qu'elle était obsédée par Brianna, allant jusqu'à l'ajouter à une liste de personnes qu'elle envisageait de blesser. Lorsque d'autres cibles se révélèrent plus difficiles, elle et Eddie se focalisèrent sur Brianna. L'obsession de Scarlett devint dangereuse. Un jour, elle donna à Brianna des pilules rouges déguisées en drogue récréative, ce qui la rendit extrêmement malade. Esther réalisa plus tard qu'il s'agissait d'une tentative d'empoisonnement. Scarlett parla aussi de vouloir conserver des parties du corps de Brianna. Eddie, de son côté, semblait calme et studieux, excellant même en kickboxing. Il rêvait d'étudier la microbiologie, mais éprouvait aussi des difficultés émotionnelles et des traits autistiques. Malgré son image, il était pleinement impliqué. Lors d'un voyage en Bulgarie fin 2022, il acheta un couteau de chasse qui deviendrait l'arme du crime. Le 11 février, Brianna suivit les instructions de Scarlett, marchant plus d'1 mile jusqu'à un arrêt de bus précis. Des témoins dirent plus tard qu'elle semblait timide et discrète. Elle retrouva Scarlett et Eddie à 13h53 près de la bibliothèque. De l'ADN sur des bouteilles confirma leur rencontre. À 14h02, le groupe entra dans le parc. Ils marchèrent sur près d'1 mile. Scarlett piégea Brianna avec un faux compte Snapchat se faisant passer pour un dealer. Brianna devint méfiante et écrivit à un ami que Scarlett semblait jouer un rôle. Quelques minutes plus tard, Brianna fut attaquée, poignardée 28 fois avec le couteau d'Eddie. À 15h13, un promeneur vit Scarlett et Eddie s'enfuir en courant. Brianna fut retrouvée face contre terre. Malgré l'intervention rapide des secours, elle était décédée. Scarlett et Eddie agirent comme si de rien n'était. Une caméra de surveillance montra Eddie s'essuyant les mains. Ils jetèrent le téléphone de Brianna, puis Scarlett envoya des messages pour faire semblant de s'inquiéter, allant même jusqu'à publier un hommage en ligne. Mais les preuves s'accumulaient, ADN sur le couteau, sang sur les vêtements d'Eddie, et des milliers de messages. La police les arrêta le lendemain. Au procès, chacun accusa l'autre. Eddie affirma avoir été influencé. Des psychiatres diagnostiquèrent chez Scarlett un trouble dissocial, et chez Eddie de l'autisme et du mutisme sélectif. En décembre 2023, ils furent déclarés coupables. En février 2024, Scarlett fut condamnée à la prison à perpétuité avec un minimum de 22 ans, Eddie à perpétuité avec un minimum de 20 ans. Lors de l'enquête d'octobre 2024, le père de Brianna demanda ce que les écoles savaient réellement du passé de Scarlett. Sa mère déclara qu'elle avait l'impression de pleurer 2 filles différentes. L'enfant joyeuse qu'elle avait connue et l'adolescent troublé qu'elle était devenue.
le 10 janvier 1992, à Madison, dans l'Indiana. Une petite ville où la vie semblait ordinaire et paisible. Mais ce soir-là, des événements allaient mener à l'une des affaires les plus perturbantes de l'histoire américaine moderne. Au centre de celle-ci se trouvait Chanda Charest, 12 ans. Joyeuse, aimant les bals de l'école, elle commençait à peine à connaître les premiers émois amoureux. Chanda sortait avec Amanda Evrin, une camarade rencontrée au collège Hazelwood. Mais leur relation attira l'attention de l'ex-petite amie d'Amanda, Melinda Loveless, 16 ans. Melinda était plus âgée, mais elle supportait mal la rupture. Sa jalousie devint colère, puis danger. Quelques mois plus tôt, lors d'un bal en octobre 1991, elle avait menacé Chanda en public. Personne n'avait pris cela au sérieux, mais Melinda n'avait pas oublié. Son passé permettait de comprendre son comportement. L'enfance de Melinda était marquée par l'instabilité. Son père, un vétéran du Vietnam, se comportait violemment et manipulait toute la famille, avec des actes profondément troublants. L'environnement familial était toxique et laissa Melinda traumatisée. Lorsqu'il partit, elle était déjà instable, sujette à des accès de rage et minée par l'abandon. Quand Amanda se rapprocha de Chanda, Melinda la vit comme une rivale. La mère de Chanda, inquiète, transféra sa fille dans une école catholique pour créer de la distance. Mais cela ne suffisait pas. Le 10 janvier au soir, Melinda passa à l'action. Elle enrôla 3 amis, Lori Tackett, 17 ans, Aubrey Pay, 15 ans, et Tony Lawrence, 15 ans. Leur histoire pour convaincre Chanda était simple. Amanda voulait la voir. Chanda, croyant cela vrai, sortit en douce de la maison de son père et rejoignit les filles dans leur voiture. Mais Amanda n'était pas là. Melinda se cachait sous une couverture sur la banquette arrière. Elle surgit, un couteau à la main, exigeant des détails sur la relation entre Chanda et Amanda. Terrifiée, Chanda promit d'arrêter de la voir. Mais les choses avaient déjà dérapé. Le groupe se rendit d'abord à un lieu connu sous le nom de Witches Castle, une vieille maison en ruine où traînaient souvent les ados. Là, Chanda fut attachée, moquée, dépouillée de ses affaires. Melinda lui dit qu'elle serait enterrée comme d'autres avant elle. Redoutant d'être surpris, elles la transportèrent chez Lori. Là, les sévices s'aggravèrent. Chanda fut battue, coupée, étranglée avec une corde jusqu'à paraître sans vie. Les filles la mirent dans le coffre. Mais alors qu'elle buvait des sodas, elle l'entendit hurler. Lori la poignarda pour la faire taire, puis retourna à l'intérieur pour faire des prédictions avec ses amis, disant à Melinda « Tout va bien se passer ». Chanda était encore vivante. Plus tard, en reprenant la route, elles l'entendirent appeler sa mère depuis le coffre. Lori la frappa avec un démonte-pneus, l'utilisant même d'une manière qui horrifia les enquêteurs. Chanda respirait encore. Aux premières heures du 11 janvier, les filles s'arrêtèrent dans un champ isolé, l'arrosèrent d'essence et l'enflammèrent alors qu'elle était encore vivante. Après cela, elles allèrent prendre le petit déjeuner chez McDonald's en riant comme si de rien n'était. Des témoins remarquèrent leur comportement étrange. Ce même matin, des chasseurs découvrirent le corps calciné de Chanda. La police fut alertée et, quand ses parents signalèrent sa disparition, l'enquête se referma rapidement. Le soir même, Tony Lawrence avoua tout accompagné de ses parents. L'identification dentaire confirma les restes. Les 4 filles furent arrêtées. Toutes furent jugées comme adultes et acceptèrent des accords. Tony fut condamné à 20 ans et libéré en 2000. Hope reçut 35 ans avant réduction de peine et fut libéré en 2006. Lori reçut 60 ans mais sortit en 2018. Melinda reçut 60 ans et fut libérée en 2019. En prison, Melinda rejoignit un programme d'entraînement de chiens d'assistance. Elle devint l'une des meilleures entraîneuses. Mais les événements de janvier 1992 laissèrent une cicatrice indélébile. La vie d'une jeune fille fut brisée par la jalousie, la pression des pères et la colère. Un acte si cruel qu'il hante encore l'Indiana. Nous sommes le 22 septembre 2006 à Pocatello, dans l'Idaho. Cassie J. Stoddard, 16 ans, gardait la maison de sa tante et de son oncle pour s'occuper de leurs animaux. Élevée, responsable et excellente élève, elle prenait cette tâche au sérieux, sans savoir que 2 camarades, Brian Drapé et Torrey Adancic, l'avaient choisie comme cible dans l'un des crimes les plus choquants de l'Idaho. Cassie était en première au lycée de Pocatello et sortait avec son petit ami, Matt Beckham. Ce soir-là, il la rejoignit. Plus tard, Matt invita Torrey à regarder un film et Torrey t'amena Brian. De l'extérieur, cela paraissait une soirée normale. Mais les 2 garçons avaient déjà élaboré un plan sordide. Obnubilés par des films d'horreur comme Scream,
Ils avaient créé une « liste de morts » de camarades, avec Cassie en tête. Plus tôt dans la journée, ils avaient filmé leur discussion. Dans une séquence, Brian admit que Cassie était une amie, mais déclara que des sacrifices étaient nécessaires. Torey répondit avec enthousiasme, évoquant la possibilité d'avoir plusieurs victimes. Ils avaient apporté des couteaux, gants et masques. Chez Cassie, ils agissaient comme des invités ordinaires. Ils regardèrent un film avec elle et Matt pendant 2 heures, mais avant de partir, l'un d'eux déverrouilla discrètement la porte du sous-sol. Ils dirent aller au cinéma, mais revinrent aussitôt, vêtus de noir, masque et couteau en main. Ils commencèrent à faire du bruit au sous-sol pour attirer Cassie et Matt. Quand cela échoua, ils coupèrent le courant. Cassie et Matt prirent peur, surtout quand un chien grogna vers le sous-sol. Matt appela sa mère pour demander à rester, mais elle refusa. Elle proposa que Cassie vienne chez eux, mais Cassie, toujours responsable, resta. À 22h30, Matt partit. Quelques minutes après, Brian et Torey coupèrent de nouveau le courant et montèrent à l'étage. Drapé tenait un couteau à lame droite, Adancic un couteau de chasse. Ils essayèrent d'effrayer Cassie en claquant une porte de placard, puis l'attaquèrent. Elle fut poignardée 29 fois, dont 12 blessures potentiellement mortelles. Après l'attaque, ils fuirent, se filmant dans leur voiture en se vantant. « On vient de tuer Cassie », déclara Brian sans remords. 2 jours plus tard, Cassie fut retrouvée morte. Brian et Torey, derniers à l'avoir vue, furent interrogés. Ils prétendirent être allés au cinéma, mais incapables de décrire le film, leur histoire s'effondra. Brian finit par céder, affirmant que ce n'était qu'une farce à la base et accusant Torey d'être allé trop loin. Mais il guida les policiers jusqu'à Black Rock Canyon, où ils avaient caché des preuves. La police retrouva couteaux, masques, gants, vêtements et une cassette brûlée. Malgré les dégâts, la vidéo contenait leurs plaintes et leurs aveux. En 2007, les 2 furent reconnus coupables et condamnés à la prison à vie sans libération conditionnelle, plus 30 ans pour conspiration. Des années plus tard, le frère de Cassie déclara que la famille ne parvenait même plus à parler d'elle. Chaque mois de septembre rappelait la tragédie. Leur mère, Anna, vécut avec ce chagrin jusqu'à sa mort en 2022. Brian exprima des regrets lors d'interviews, tandis que Torey tenta des appels, tous rejetés. Ils restent tous deux derrière les barreaux. Cassie Gio Stoddard, 16 ans, avait toute sa vie devant elle. Aujourd'hui, son nom est lié pour toujours à l'affaire des tueurs Scream, dont la quête de sensationnalisme s'est terminée dans l'horreur. Nous sommes le 15 juillet 2003, dans la petite communauté de Five Points, en Alabama. Le nommé Evan Miller, âgé de 14 ans, vivait au Country Living Trailer Park. Ce soir-là, lui et son ami Colby Smith se rendirent chez leur voisin, Cole Cannon, 52 ans. Cannon recevait souvent de la compagnie, mais ce qui commença comme une soirée banale devint l'un des événements les plus sombres que la communauté ait connus. Dans la caravane de Cannon, ils burent de l'alcool et fumèrent du cannabis. Cannon, qui luttait contre l'alcoolisme mais venait de reprendre le chemin de l'église, ignorait que les adolescents avaient un plan, le voler lorsqu'ils s'endormiraient. Quand Cannon finit par s'endormir, Miller tenta de prendre son portefeuille. Cannon se réveilla soudain et le saisit. Pris de panique, Smith frappa Cannon une fois avec une batte de baseball. Cannon hurla, mais Miller prit alors la batte et se lança dans une attaque prolongée. Les témoignages rapportèrent que Miller frappa Cannon de nombreuses fois avec la batte et à coups de poing, tandis que Cannon criait et se tordait au sol. À un moment, Miller enveloppa sa tête d'un drap et dit « Je suis Dieu. Je suis venu prendre ta vie », avant de le frapper à nouveau. Cannon était encore vivant après l'attaque, mais gravement blessé. Au lieu de l'aider, les jeunes tentèrent de maquiller la scène. Ils nettoyèrent le sang, puis mirent le feu à la caravane avant de partir. Cannon, incapable de s'échapper, mourut. L'autopsie conclut que la cause ultime du décès était l'inhalation de fumée, après de graves traumatismes. Les enquêteurs se tournèrent rapidement vers Miller et Smith. Smith admit avoir frappé Cannon une fois, mais dit que Miller avait fait le reste. Il répéta également la phrase terrifiante prononcée par Miller, ce qui marqua le procès. L'enfance de Miller révéla un contexte chaotique, violence de leur père, addiction et négligence de leur mère, tentative de suicide. Le foyer était instable et traumatisant. Mais les procureurs rétorquèrent que cela n'excusait rien.
Ils soulignèrent que Miller et Smith avaient planifié le vol et tenté de détruire les preuves en incendiant la maison. En 2006, Miller fut condamné à la prison à perpétuité sans libération conditionnelle, la seule peine possible à l'époque en Alabama pour un mineur coupable de crime capital. À seulement 14 ans, il devint le plus jeune détenu de l'État condamné à la perpétuité réelle. Mais l'affaire ne s'arrêta pas là. En 2012, la Cour suprême américaine jugea inconstitutionnelle la perpétuité automatique pour les mineurs. Cela ouvrit des possibilités de nouveaux procès pour environ 2000 détenus. En 2017, l'audience de Miller reprit. Les enfants de Cannon exprimèrent leur douleur, affirmant que l'excuse de Miller ne signifiait rien pour eux. La sœur de Miller témoigna à son tour des violences subies et de leur impact. Le juge Mark Craig examina des milliers de pages et prit des années pour rendre son verdict. Finalement, le 26 avril 2021, il confirma la perpétuité. Selon lui, le crime montrait une planification, non une impulsion, et les paroles de Miller restaient parmi les plus troublantes qu'il ait jamais entendues. Miller, 32 ans, n'afficha aucune réaction. Bien que son affaire ait changé la loi à travers le pays, lui-même n'en tira aucun bénéfice. Pour la famille Cannon, la décision mit fin à 2 décennies d'attente. Evan Miller passera le reste de sa vie en prison, tandis que son affaire continue d'influencer le système judiciaire. Nous sommes le 28 juillet 1999, dans le comté de Broward, en Floride. Lionel Tate, 12 ans, gardait Tiffany Eunice, âgée de 6 ans. La mère de Tiffany avait laissé sa fille sous la surveillance de la mère de Lionel, Kathleen Grosset Tate, une policière de la patrouille routière de Floride. Ce soir-là, Kathleen resta à l'étage tandis que les enfants mangeaient, jouaient et regardaient la télévision. Un épisode de WWF SmackDown Passait à l'écran. Comme beaucoup d'enfants de l'époque, Lionel adorait le catch professionnel et imitait souvent les prises qu'il voyait, ignorant leur danger réel. Au début, cela ressemblait à un simple jeu. Mais rapidement, la brutalité augmenta. Kathleen appela même les enfants pour leur dire de se calmer, sans imaginer la gravité de la situation. Environ 45 minutes plus tard, Lionel monta en courant. Paniqué, Tiffany ne respirait plus. Kathleen descendit, tenta de la réanimer et appela le 911. Les secours emmenèrent Tiffany à l'hôpital, mais il était trop tard. Elle fut déclarée morte. Les médecins révélèrent l'étendue de ses blessures. Jambes, pieds et cou couverts de bleu, crâne fracturé, cerveau enflé, côte cassée, foie déchiré. Les blessures furent comparées à celles d'un accident de voiture. Un garçon de 12 ans avait provoqué la mort d'une fillette de 6 ans et la sévérité des blessures choqua le public. Le procureur Kenneth Padovitz déclara que c'était bien au-delà d'un simple jeu d'enfant, l'une des plus jeunes inculpations pour homicide de l'histoire des États-Unis. La défense affirma que Lionel imitait des prises de catch. Mais l'accusation soutint que la violence répétée des blessures montrait qu'il avait attaqué, qu'il en ait eu l'intention ou non. La loi de Floride joua un rôle clé. Selon le « felony murder rule », si Lionel commit un acte pouvant raisonnablement causer du tort et que Tiffany mourut, cela suffisait pour un meurtre au premier degré, même sans intention de tuer. En janvier 2001, à 13 ans, Lionel fut reconnu coupable de meurtre au premier degré. Le 9 mars 2001, il fut condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle. Le juge Joel Lazarus déclara que ses actions n'étaient pas un simple jeu, mais froides et cruelles. Lionel devint le plus jeune Américain condamné à la perpétuité réelle. La sentence créa un débat national. Beaucoup estimaient qu'il était trop jeune pour une telle peine, d'autres disaient qu'il fallait rendre des comptes. En 2004, la Cour d'appel annula la condamnation, estimant que son état mental n'avait pas été évalué. Lionel accepta un accord, plaida coupable d'homicide involontaire et fut libéré après avoir purgé sa peine. Il fut soumis à 1 an d'assignation à domicile et 10 ans de probation. À l'audience, la mère de Tiffany déclara que la mort de sa fille n'était pas un accident. Elle pardonna Lionel, mais voulut qu'il admette la réalité et la brutalité de ce qui s'était passé. Son avocat affirma que Lionel regrettait. Pendant un temps, il sembla avoir une seconde chance. Mais en 2005, il fut arrêté pour un vol à main armée visant un livreur Domino's. Il viola sa probation en possédant une arme. En 2006, le juge Lazarus lui infligea 30 ans de prison, plus 10 ans pour le vol, peine simultanée. Aujourd'hui, Lionel Tate est toujours incarcéré. Tiffany n'avait que 6 ans lorsque sa vie s'est arrêtée ce soir-là, en 1999. L'affaire reste l'un des exemples les plus troublants de la façon dont des actes enfantins peuvent avoir des conséquences dévastatrices.